Bonjour à tous, j'espère que votre confinement se passe bien. Petit retard sur ma vidéo, j'en suis navré, mais voilà, j'étais pas du tout satisfait de ce que j'avais fait, donc voilà, j'ai dû tout reprendre. Donc aujourd'hui, vidéo un peu plus geek, hein, comme convenu, je vais revenir sur L'Homme Araignée au cinéma. Donc c'est parti, les films du vendredi, Spider-Man au cinéma. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Spider-Man au cinéma et je vous propose dans cette vidéo de découper en 6 chapitres. Je vais revenir d'abord sur le contexte, ensuite je parlerai des débuts de la saga Spider-Man, au cinéma bien entendu, et ensuite en troisième partie il s'agira de Sony et Sam Raimi, hein, la relation entre le studio Sony et Sam Raimi. Et en quatrième chapitre, nous aurons donc l'accueil critique de Spider-Man 3. En cinquième, j'aurai, oui, la question hein, de Spider-Man 4, un quid de Spider-Man 4. Je reviendrai donc sur le quatrième volet inachevé donc de Sam Raimi. Et en dernier point, l'ironie du sort, voilà, par rapport à ce qu'il sera développé dans la partie Sony et Sam Raimi. Donc je vais revenir sur tout ça, donc je vous propose dans un premier temps de passer au contexte. Alors, le contexte de l'arrivée de l'Homme Araignée au cinéma prend évidemment racine dans les années 70-80 avec l'apparition de Superman de Richard Donner. Hein. C'est vrai que les super-héros au cinéma ont commencé à se crédibiliser, en tout cas à se populariser dans ces années-là. Par la suite, donc évidemment, hein, il y a eu beaucoup de suites de Superman, mais par la suite, une deuxième vague va arriver dans les années 80-90 avec Batman de Tim Burton. Donc là aussi, hein, début d'une nouvelle hype autour des super-héros, hein, qui rappelle comme quoi les super-héros au cinéma, ça peut exister, ça peut donner des choses très très intéressantes. Et à partir de début 2000, alors là ça va être le film qui va faire que les films de super-héros vont devenir grand public, voilà, qu'il va y avoir vraiment un succès populaire très très large, c'est-à-dire que ça dépasse même voilà, l'adaptation simple du super-héros, hein. Là on est vraiment sur des films grand public, à partir de X-Men de Bryan Singer en 2000, voilà, donc à partir de 2000 pile, une nouvelle sensation, une nouvelle hype voilà, autour des super-héros va naître. Donc voilà, un succès populaire et grand public des super-héros au cinéma. Donc parallèlement, il faut savoir que dans les années 90, ce qui s'est passé quand même, c'est que Spider-Man est passé de main en main, hein, parce que c'est vrai que voilà, il y avait déjà l'envie de produire un film Spider-Man dans les années 90, voilà, donc ce qui va donner voilà, plusieurs réalisateurs pressentis, plusieurs acteurs, voilà, là je vous mets un exemple, par exemple en 92 avec James Cameron et Leonardo DiCaprio donc dans le rôle titre, et il faudra donc attendre 2002, hein, suite aux X-Men de Bryan Singer, attendre 2002 donc pour que Sam Raimi, Sony et Sam Raimi collaborent pour réaliser donc Spider-Man avec Tobey Maguire donc dans le rôle titre, Kirsten Dunst dans le rôle de Mary Jane Watson, James Franco dans le rôle d'Harry Osborn et Willem Dafoe dans le rôle de Norman Osborn alias le Bouffon Vert. D'après un scénario de David Koepp, alors là je tiens vraiment à souligner donc ce scénariste qui est quand même responsable des deux volets de Jurassic Park de Spielberg, L'Impasse, Mission Impossible et Snake Eyes de Brian De Palma, donc voilà, pour vous donner un petit peu quand même voilà, le palmarès un petit peu de la carrière de David Koepp qui est quand même assez folle. Donc voilà, c'est vraiment des films qui ont marqué, et voilà, donc vraiment un scénariste, très très bon scénariste, donc voilà, qui a permis vraiment de montrer donc, la métaphore de l'adolescence, hein, c'était ça Spider-Man aussi, au-delà d'un film de super-héros, c'est un film qui traitait de l'adolescence, voilà, de la métamorphose du corps, hein, c'est vraiment du corps à ce moment-là, qui est aussi une métaphore en parallèle hein, du super-héros, la naissance du super-héros qui est en même temps une métaphore de la naissance aussi d'un autre corps, un corps d'adolescent, hein, c'est-à-dire qui va entrer petit à petit dans l'âge adulte, donc transformation du corps.
très très bien réalisé par Sam Raimi, une ambiance sombre évidemment, le thème de la famille également, hein, la perte d'un être cher, etc. La romance, hein, bouleversante aussi, très bien écrite, donc une recette qui fonctionne à merveille, hein, on peut le dire. Suite à cela, suite au Spider-Man de 2002, voilà, plusieurs cinéastes vont essayer de mettre en scène des super-héros au cinéma, donc avec, voilà, hein, c'est pendant l'année 2003 du coup, hein, l'année d'après, donc il n'y a eu pas grand-chose de très fructueux en réalité, puisqu'on a eu le Hulk de Ang Lee, voilà, qui a vraiment peiné à convaincre en fait, hein, et puis sans parler de Daredevil, c'est vraiment... C'était vraiment difficile en fait pendant juste l'année qui suivait en fait l'arrivée de Spider-Man d'arriver à convaincre en fait avec des films de super-héros. Or justement ça avait motivé beaucoup de cinéastes, mais voilà, la sauce a eu du mal à prendre avec d'autres réalisateurs, et donc heureusement, donc, suite au succès bien évidemment du premier volet de Spider-Man, l'Homme Araignée aura droit à sa suite, donc Spider-Man 2 en 2004, considéré encore aujourd'hui hein, par la presse, les spectateurs et même les cinéphiles et les fans de comics, hein, ça brasse très très large, hein, mais comme un chef-d'œuvre du cinéma de super-héros, mais pas seulement de super-héros, hein, comme un chef-d'œuvre du cinéma tout court. Donc voilà, nous avions Alfred Molina donc dans le rôle du Docteur Octopus, hein, donc ça c'est voilà, qui était soutenu hein, par un scénario virtuose d'Alvin Sargent, hein, vraiment Alvin Sargent qui était très très bon scénariste, et toujours mis en scène donc par Sam Raimi, qui va faire donc du Docteur Octopus, hein, vraiment un mythe hein, du super vilain au cinéma, extrêmement bien écrit, un film aussi sur l'erreur que peuvent faire les scientifiques aussi lors d'une équation, de quelque chose, voilà, sur ce thème de la fusion. Donc encore un film qui allait au-delà en fait du film du super-héros, mais qui parlait aussi de l'erreur que peut faire un scientifique en fait lors d'une erreur de calcul, voilà, dans un schéma de recherche. Donc voilà, on ne pourra pas forcément en dire autant hein, des 4 Fantastiques en 2005 qui voilà, étaient certes potables, accessibles, etc. mais bon, qui étaient quand même un peu en dessous. Voilà, je vous donne un petit peu mon avis en même temps, c'est pas totalement objectif, mais voilà. C'est vrai que les 4 Fantastiques, bon, c'était sympa, il y a eu un deuxième, il n'y a pas eu de troisième, etc. C'est très chaotique pour les 4 Fantastiques aussi, mais c'est pas le thème de cette vidéo. Donc voilà, donc suite à Spider-Man 2, donc, hein, il est devenu clair que Spider-Man au cinéma était en phase de devenir une saga donc pérenne, hein, à la manière d'Harry Potter, hein. Je me souviens encore, à la sortie de Spider-Man 3, voilà, il y avait vraiment, on parlait, je me souviens à la télévision, il y avait un peu ce parallèle entre les fans d'Harry Potter et les fans de Spider-Man, alors que ça avait absolument rien à voir. Mais c'est vrai que, en tout cas, il y avait matière à ce que la saga devienne pérenne à la manière d'Harry Potter. Mais seulement voilà, la pré-production de Spider-Man 3 va s'avérer compliquée. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie. Je passe maintenant donc à Sony et Sam Raimi, voilà, pendant la pré-production de Spider-Man 3. Alors il était évident hein, qu'après un épisode 2, voilà, aussi explosif et supérieur au premier volet, hein, Sony et Sam Raimi ont voulu mettre la barre très haut pour le troisième film. Alors c'est tout naturellement hein, que Sam Raimi décide de s'atteler à l'écriture donc du scénario avec son frère Ivan Raimi, ainsi qu'Alvin Sargent, hein, scénariste du deuxième opus, qui revient pour aider les frères Raimi à écrire Spider-Man 3. Donc pour le méchant de Spider-Man 3, hein, Sam Raimi souhaite mettre en scène l'Homme Sable, tandis que Sony voilà, insiste pour l'intégration de Venom dans le scénario. Donc la demande de Sony ne plaît guère à Raimi, hein, qui ne voit pas comment inclure ce personnage et rendre le tout cohérent hein, avec l'Homme Sable et la relève Harry Osborn, hein, du Bouffon Vert. Donc très compliqué de mettre, voilà, d'agencer tout ça dans le scénario. Voilà. Donc c'est vrai que Sam Raimi, voilà, il n'est pas très chaud à l'idée d'inclure Venom. Ça lui paraît assez compliqué et le personnage ne l'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, c'est d'autant plus que d'ailleurs Raimi hein, ne renie pas son envie de voir un jour aussi le vautour dans un prochain film Spider-Man.
Donc Sony se servira d'ailleurs de cet argument en faisant miroiter à Raimi un Spider-Man 4 avec le vautour comme méchant en échange d'un Spider-Man 3 avec Venom. Donc voilà, une sorte de chantage en fait, hein, pour faire accepter Venom dans Spider-Man 3. Encore une fois, en lui promettant un Spider-Man 4 avec le vautour. Bon, pourquoi pas. Et donc Spider-Man 3 sort le 1er mai 2007 au cinéma. Et l'accueil critique, hein, de ce film, c'est ce qu'on va voir tout de suite, donc dans cette 4e partie. Alors, comme je vous le disais, Spider-Man 3 donc, sort enfin sur les écrans de cinéma le 1er mai 2007 chez nous. Donc il a la particularité, hein, du coup, de mettre en scène trois nouveaux méchants, en fait, hein, 3 méchants en même temps. Donc on a l'Homme Sable, hein, donc voulu par Sam Raimi, le nouveau Bouffon Vert également, hein, puisque la relève Harry Osborn, hein, suite à la mort du Bouffon Vert, et du coup Venom, hein, tant désiré par Sony. Donc voilà, le film hein, est un carton au box-office, hein, le plus lucratif en fait de la saga, avec le plus gros budget jamais déboursé à l'époque pour un film de super-héros et même pour un film tout court, hein, jusqu'en 2010. Il s'agit du plus gros budget à donner à un film au cinéma, hein, le plus gros budget, le film le plus cher en fait de l'histoire du cinéma jusqu'en 2010, hein, 258 millions de dollars. C'est approximativement 300 millions parce qu'en fait, voilà, c'est assez compliqué d'avoir un chiffre très précis, mais c'est vrai que le film approchait les 300 millions de dollars, donc un très très gros budget. Voilà, pour un très très gros carton au box-office. Seulement voilà, donc malgré des séquences marquantes, hein, telles que la naissance de l'Homme Sable, hein, qui reste vraiment une scène très très forte dans la construction d'un super vilain au cinéma, hein, tout comme l'était Dr Octopus ou Norman Osborn, surtout Dr Octopus d'ailleurs, voilà, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des séquences marquantes, hein, cette naissance de l'Homme Sable. Nous avions également l'apparition du costume noir de Spider-Man, hein, une séquence aussi importante, ainsi que la relation bouleversante, évidemment, la relation bouleversante de Flint Marko avec sa fille, Flint Marko qui est donc l'Homme Sable, interprété par Thomas Hayden Church. Voilà, le film donc reçoit un avis critique mitigé hein, par la presse et les spectateurs. Donc la faute à Venom, c'est la question que je pose. Moi je dis probablement, hein, puisque voilà, l'ennemi tant désiré par Sony s'insère difficilement dans le métrage, en fait, hein, malgré une naissance de Venom par exemple, qui était quand même bien assez fascinante hein, dans cette scène d'église, hein, où vraiment il y a une transmission entre le Spider-Man qui quitte son costume noir et Eddie Brock, qui reçoit donc le costume, le symbiote, et devient Venom. Une séquence assez fascinante, assez horrifique, hein, vraiment, il faut rappeler quand même que Sam Raimi, c'est le réalisateur de la trilogie Evil Dead. Donc voilà, c'était quand même... voilà, c'est vrai qu'il y a des séquences assez bluffantes malgré tout, mais c'est vrai que de manière globale, le film voilà, est un petit peu ralenti, parce que trop de méchants à l'écran, donc voilà, ça ralentit considérablement le film. Finalement, le plus réussi reste quand même l'Homme Sable et l'amitié entre Harry et Peter, qui est très très bien racontée, et vraiment, voilà, ça fait partie donc des séquences marquantes. Bon, mais voilà, encore une fois, cet avis mitigé. Malgré tout, il y a quand même des spectateurs, hein, la plupart des spectateurs, et encore aujourd'hui, qui auraient souhaité un Spider-Man 4, et donc j'y viens. La grande question de Spider-Man 4. Alors, contrairement à Disney, Sony s'intéresse beaucoup aux avis presse hein, et spectateurs, hein, quel que soit le niveau de rentabilité en fait de ces films. Mais bien évidemment, suite au succès commercial hein, de Spider-Man 3, Sony songe malgré tout à un Spider-Man 4, voilà. Tout de même, hein, et puis Sam Raimi, affecté donc par le résultat de son Spider-Man 3, hein, lui-même commence à se dire que voilà, il aurait pu être un peu, voilà, arriver à être plus cohérent avec tous ces super vilains. Donc il souhaite quand même faire un film à la hauteur du 2, hein, voire même supérieur, un film supérieur au Spider-Man 2. Lui qui a toujours souhaité d'ailleurs une tétralogie, hein, faut rappeler quand même que Sam Raimi a toujours voulu faire de Spider-Man une tétralogie, donc 4 épisodes. Voilà, donc pour sa saga de l'Homme Araignée. Donc Sony ayant dealé hein, l'arrivée du vautour avec Raimi, le réalisateur d'Evil Dead hein, songe à John Malkovich pour le rôle, voilà, donc petit fan art, mais voilà, on aurait pu avoir John Malkovich dans le rôle du vautour, donc.
Donc Sony, peu convaincu du potentiel de ce méchant, revient finalement sur sa promesse d'inclure le vautour au profit donc du lézard que Sam Raimi, voilà, n'intéresse guère. Ça ne l'intéresse guère en fait de faire voilà, de mettre en scène le lézard comme méchant. Après, il faut rappeler quand même que le Dr Connors c'était déjà interprété par un acteur, donc c'était du tout cuit, si on voulait faire du lézard voilà, sur Spider-Man 4, ça aurait pu être très très intéressant, mais c'est vrai que bon, c'était pas l'idée de Raimi, donc voilà. D'autre part, Raimi souhaite quand même Mysterio aussi, faut rappeler, il souhaite inclure aussi Mysterio, voilà, donc sous les traits de Bruce Campbell, Bruce Campbell qui avait fait donc tous les caméos que l'on connaît dans la saga Spider-Man. Dans le premier, c'était donc le commentateur de catch, le présentateur de combat de catch. Dans le second volet, il était le portier du théâtre. Et dans le troisième film, il était donc à l'accueil du restaurant lorsque Peter Parker tente de faire sa demande en mariage à Mary Jane Watson. Donc voilà, Bruce Campbell aussi, qui est un habitué des films de Sam Raimi, puisque voilà, il était dans la saga Evil Dead, voilà, c'est lui qui interprétait Ash, donc voilà. C'était intéressant, je trouve, parce que dans la mesure où, voilà, je vais vous mettre quelques storyboards justement du passage de Mysterio dans Spider-Man 4, voilà, l'arrestation par exemple, une scène d'arrestation de Mysterio par Spider-Man, avec voilà, vous voyez les policiers qui rigolent et qui découvrent donc le visage de Mysterio. Donc il y avait des bonnes idées, voilà, ce sont vraiment les storyboards officiels de Jeffrey Anderson, qui avait déjà planché donc, sur des séquences pendant la pré-production de Spider-Man 4. Voilà, donc c'est assez fascinant de voir tout ça, mais c'est vrai que ce qui est intéressant par rapport à Mysterio, je trouve, personnellement, c'est que ça vous fait voir la saga d'une autre manière, parce que maintenant, quand vous revoyez les premiers Spider-Man, et que vous voyez les caméos de Bruce Campbell, vous vous dites, bah voilà, ce personnage, dans les 3 films, en fait, c'est Mysterio, quoi. Voilà, c'est Mysterio qui s'était plus ou moins déguisé, ou qui a commencé à tâter le terrain avec Peter Parker, pour ensuite voilà, devenir donc, le Mysterio que l'on connaît dans les comics. Et c'est fascinant de se dire que finalement, ce qu'on voit, bah, c'est Mysterio, en fait. C'est Mysterio aujourd'hui dans les premiers films Spider-Man. Donc je trouve ça assez fascinant. Ouais, c'était vraiment une très bonne idée, d'autant que dans le Spider-Man 3, nous avions aussi des flashbacks par rapport à la mort de l'oncle Ben, qui incluait l'homme sable. Voilà, donc je vais vous remettre ici des images. Donc on aurait très bien pu faire un peu d'une chose similaire sur Spider-Man 4, avec justement des flashbacks, voilà, pour revenir justement sur voilà, Mysterio déguisé en commentateur de catch, en portier de théâtre, et donc à la réception d'un restaurant, plutôt luxueux par ailleurs. Voilà, donc vraiment, c'était vraiment de très très bonnes idées. Bon alors malheureusement, donc suite à la pression de Sony sur Raimi et sur la deadline, puisque le film devait sortir en 2011, et sur les différences artistiques aussi concernant les méchants à inclure, donc la production du film sera annulée au profit d'un reboot réalisé par Mark Webb, intitulé The Amazing Spider-Man, donc en référence au titre éponyme donc, du comic book de Stan Lee et Steve Ditko, avec donc un nouveau casting. Donc on apprendra par la suite que James Vanderbilt travaillait déjà en fait sur l'écriture du reboot pendant la phase de production de Spider-Man 4. Donc bizarre tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu curieux. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Spider-Man 4. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu curieux quand même ce travail en parallèle de James Vanderbilt au moment où justement il y a des négociations, on est en pré-production, slash peut-être début de production, enfin on est au tout début quoi, enfin c'est vrai que le scénario n'est pas complètement fini d'être abouti, mais on a des premières planches de storyboard, et voilà, on aurait pu imaginer un début de mise en chantier, c'était vraiment à 2 doigts de se faire quoi. Voilà, et donc vous connaissez par la suite un petit peu l'histoire, puisque après The Amazing Spider-Man donc, sort en 2012, et Laura Ziskin, donc la productrice, va décéder à ce moment-là, donc voilà, on imagine que Spider-Man 4 aurait été le dernier vrai film de Sam Raimi, enfin de Spider-Man de Sam Raimi, donc de cette saga-là, et quand on voit la mort de Laura Ziskin,
D'ailleurs David Sargent aussi, hein, voilà, vraiment une phase très très proche les deux. Donc Alvin Sargent, je crois, est décédé en 2019, voilà, Laura Ziskin en 2011, en juin 2011. Donc voilà, donc bon, mais en tout cas, Laura Ziskin aurait pu produire en tout cas le Spider-Man 4. Normalement, ça devait se faire. Donc voilà, il y a encore une fois, je ne sais pas si je vous ai mis mais dans le doute, voilà, je vous le remets, mais voilà, il y a quand même énormément de fans, ou pas, mais simplement de spectateurs qui étaient, voilà, qui sont pas forcément fans de comic book, mais qui étaient fans de cette saga, même des fans récents, hein. C'est pas une question d'âge, encore une fois, regardez, il y a une personne, un commentaire d'un enfant de 13 ans qui dit moi aussi, j'ai découvert Spider-Man avec Tobey Maguire et je trouve ça extraordinaire, et voilà, il a du mal avec les films récents, et pourtant, voilà, donc c'est vraiment pas une question d'âge, vraiment pas. C'est vrai qu'on peut faire passer ça aussi par pour de la nostalgie, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'était quand même un film qui, normalement, devait se faire. Je trouve ça quand même un petit peu dommage. Je n'ai rien contre les films qui se sont faits plus tard, surtout les Amazing Spider-Man, plutôt que ce qui va suivre. Mais à partir du MCU, quoi, comme Spider-Man intègre le Marvel Cinematic Universe, mais voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à passer donc au dernier chapitre de cette vidéo, donc l'ironie du sort. Alors pourquoi ironie du sort? Eh ben parce que voilà, c'est le lézard, il faut savoir, qui sera finalement présent dans The Amazing Spider-Man. Donc c'est ça que je trouve assez marrant, puisque voilà, sous les traits de Rhys Ifans, hein, voilà, et puis le vautour aussi, hein, sera le méchant de Spider-Man Homecoming, et enfin Mysterio dans Far From Home, hein, donc qui était donc le dernier film Spider-Man en live action, sorti en 2019. Donc voilà, pour récapituler, toutes les idées de Sam Raimi au niveau des méchants ont été par la suite exploitées, donc c'est quand même assez sympa de la part de Sony, dans un premier temps, de faire passer son lézard en forçant en fait l'arrivée d'un reboot, et deuxièmement, au niveau du MCU, comme par hasard, de choisir les méchants qu'aurait voulu mettre en scène Sam Raimi. Donc voilà, je garde un regard, j'essaye de garder un regard objectif sur la situation, mais c'est vrai que quand même ça fait beaucoup, je trouve quand même, personnellement, je vous donne quand même mon avis, c'est pas simplement que je suis puriste de Spider-Man, mais c'est qu'à un moment donné, c'est aussi un aveu d'échec peut-être de Sony d'avoir réussi à aller au bout de sa saga initiale. Et ça va de toute façon se répéter, hein, le problème va se répéter puisque voilà, The Amazing Spider-Man, qui devait être également une tétralogie, va s'arrêter non pas au 3e épisode cette fois-ci, mais au 2e, dès le 2e, voilà. Donc c'est pour vous dire vraiment que vraiment cette histoire de Sony et de Spider-Man, c'est vraiment l'aveu de Sony. Vraiment, l'histoire en fait de l'annulation de Spider-Man 4 et de l'annulation de The Amazing Spider-Man 3 et 4, c'est vraiment pour moi l'aveu vraiment de Sony d'avoir un souci avec cette saga depuis le début. Donc au moins jusqu'à à partir de Spider-Man 3, on va dire. Voilà. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est une saga qui aurait pu être pérenne, vraiment. Je le dis parce que, voilà, c'est là que j'insiste en fait sur le fait que, de mon objectivité, même si évidemment je parle en tant que fan de la saga de Sam Raimi, donc on peut prendre ça pour la subjectivité, mais tout de même, on peut, en prenant du recul, de la hauteur un petit peu sur la situation par rapport à Spider-Man, de constater qu'à l'image d'Harry Potter, qui justement a vu son casting et sa saga durer pendant beaucoup de films, même si des réalisateurs aussi ont changé, mais je veux dire, ils ont gardé quand même une certaine cohérence dans toute la saga Harry Potter. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on accepterait aujourd'hui, alors peut-être, je ne sais pas, je peux me tromper, mais un reboot de la saga Harry Potter, en tout cas
voilà, il faudra laisser plus de temps, hein, que Spider-Man ne l'a fait avec son reboot de The Amazing Spider-Man. Je pense qu'il faudra, voilà, peut-être qu'on accepterait, mais il faudra du temps. Alors bien que je sois fan de la saga de Sam Raimi, on peut tout de même prendre de la hauteur sur cette histoire et voilà, de se poser la question, est-ce qu'on aurait accepté un reboot aussi rapidement avec la saga par exemple Harry Potter, voilà, est-ce qu'on aurait accepté ça? Je pense que ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été compliqué, tout aussi compliqué. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que voilà, j'essaye quand même d'être objectif sur la situation, mais à un moment donné, quand on voit que les méchants qui sont exploités sont sortis, en fait, ont déjà été imaginés, pensés par Sam Raimi, enfin, bien qu'ils figurent dans le comic book, évidemment, mais je veux dire, ils ont été déjà sélectionnés par Sam Raimi, que Sony voilà, se tire un peu une balle dans le pied dès le départ avec The Amazing Spider-Man, parce que comme par hasard, bah, ça marche pas, parce que le reboot est fait trop tôt, qu'on repart de la mort de l'oncle Ben qui a déjà été raconté, et après, une autre difficulté s'installe, c'est voilà, d'insérer Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe, donc il faut passer d'ailleurs par un film qui n'a rien à voir, enfin qui n'est pas directement lié à Spider-Man, il faut inclure Spider-Man dans un film Captain America. Voilà, Civil War, hein, d'ailleurs, qui est plus un film Avenger qu'un film Captain America, entre parenthèses. Voilà, je critique ce que j'ai vu, hein, je suis pas fan, mais j'ai vu Civil War. Et voilà, donc en fait, quel est le meilleur moyen finalement pour faire accepter un personnage qui a du mal à s'insérer dans le Marvel Cinematic Universe, de le mettre dans un film Avenger entre guillemets, voilà, donc dans Civil War. D'ailleurs, on a plutôt tendance à appeler Captain America Civil War tout court, hein, dans le langage courant. Donc voilà, preuve que c'est quand même un film Avenger avant tout. Mais voilà, voilà, c'est une manière de forcer les choses, quoi. C'est vraiment l'idée d'inclure un personnage et de le faire accepter dans un film qui n'est pas un film Spider-Man à proprement parler. Et voilà, ce que je déplore un peu par la suite, c'est le fait que voilà, dans Homecoming, on tombe dans la teen comedy assez puérile, avec en plus un Iron Man qui sauve la plupart des situations, donc finalement on se demande si le héros c'est pas plus Iron Man, parce que Spider-Man est tellement tourné en dérision que ça se demandait vraiment, donc voilà. Je n'irai pas plus loin sur les critiques du Spider-Man d'aujourd'hui, je pense que l'avenir de Spider-Man est quand même, va se présenté sous de meilleurs auspices grâce à l'animation, voilà. Je pense quand même que c'est ce qui s'est fait de mieux récemment au niveau Spider-Man. Après, c'est vrai qu'en live action, je ne crois pas vraiment à l'avenir de Spider-Man en live action, malheureusement. Ou alors il faudra du temps et repartir sur une autre saga, se détacher du MCU pour avoir voilà, une autre, mais comment dirais-je, un regard plus personnel où les cinéastes ont plus de place en fait dans les films. Voilà, quoi. Quand vous regardez la saga Spider-Man de Sam Raimi, vous avez un thème de Danny Elfman en plus, hein, entre parenthèses, mais ça c'est même pas le souci, hein, parce qu'il y a des grands compositeurs qui travaillent aussi sur des films du MCU. Mais voilà, vous avez une identité forte, quoi. Le thème de Spider-Man, c'est comme le thème d'Harry Potter, c'est comme le thème de James Bond, j'en sais rien, c'est un thème que vous retenez, il y a une identité visuelle, une identité sonore, des vrais sujets, hein. Je pense pas que Homecoming soit vraiment un film sur l'adolescence ou quelque chose et quelque chose, si vous voulez, à raconter de plus que les péripéties, en fait. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas un film c'est un film qui joue beaucoup sur la blague, en fait, sur la dérision, sur les Avengers, voilà, les petits clins d'œil aux Avengers, etc. Mais c'est pas un film, pour moi, de cinéma, dans le sens, voilà, c'est devenu des films beaucoup trop marketing, quoi. Alors c'est pas j'irais pas dire que c'est jusqu'à, voilà, ce qu'on a vu récemment avec Sonic, hein, parce que là vraiment, il n'y a rien du tout, donc voilà, comprenez-moi bien, je n'irai pas jusque-là. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais décidé de pas faire de critique sur Sonic, parce que vraiment je trouvais que c'était scandaleux, que c'est pas parce que, en gros, on a un Sonic bien fait en animation et un Jim Carrey parfait dans le rôle de Dr. Robotnik, qu'on a un film formidable. Voilà, il faut un scénario à un moment donné, et voilà, on peut pas juste se baser sur des easter eggs, quoi. C'est pas possible. Ça va plaire, évidemment,
aux fans de jeux vidéo d'avoir des easter eggs, mais aux fans de cinéma, je pense que ça va être limite. Voilà, et je pense que même en termes de film familial, on a vu mieux. Donc voilà, tout est prétexte pour... voilà, ça aurait pu être un film d'ailleurs sur la solitude, hein, quand on a, voilà, quand on n'a pas d'amis à qui parler, et Sonic justement commence à parler de ce thème-là. Mais voilà, je m'égare un petit peu, mais c'est pour vous montrer voilà, que je ne crache pas bêtement sur les Spider-Man d'aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, j'ai une préférence nette et précise sur les propositions de Sam Raimi. C'est personnel, voilà. Après, c'est toujours intéressant d'analyser ce que devient Spider-Man au cinéma. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai proposé cette vidéo aujourd'hui. Voilà, Spider-Man qui reste et qui restera toujours mon super-héros préféré. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, je ne sais pas encore de quel thème il va s'agir, mais je vous laisse me faire confiance, comme à l'accoutumée. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite un très bon confinement, une très bonne santé, et d'ici là, hein, d'ici la semaine prochaine, hein, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!